Bonsoir à tous, bienvenue dans Nord Politique sur BFM Grand Lille et Grand Littoral avec cette question. Ce soir, la ville de Lille restera-t-elle un bastion de la gauche aux mains des socialistes depuis les années 50? La capitale des Flandres a bien failli changer de camp en 2020. La campagne des municipales 2026 s'annonce déjà passionnante avec plusieurs candidats déclarés, dont la députée de la majorité présidentielle, Violette Spilbout, notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Les Lillois qui seront appelés au vote dans moins d'un an et demi. Vous êtes dans la course. Quelle est votre vision, vos priorités pour Lille? On en parle ce soir. Mais avant, un mot évidemment sur l'actualité et sur la situation politique de notre pays au lendemain de la motion de censure envers le gouvernement. La démission aujourd'hui du gouvernement. Nous sommes plongés une nouvelle fois dans une crise politique et économique inédite. Vous êtes député, donc je le disais à l'instant, de la majorité présidentielle depuis 2 ans. Comment allons-nous sortir de cette impasse? C'est vrai qu'on est plongé dans l'inconnu. Ce n'est jamais arrivé et on se retrouve pendant quelques jours au minimum sans budget pour la France, qui peut beaucoup inquiéter à la fois pour nous, pour les personnes qui cherchent un emploi, pour les entreprises, mais aussi pour les investisseurs européens qui voudraient venir s'installer en France. Et en même temps, on a encore les cartes en main. Tous les députés, quel que soit leur parti politique, et nous-mêmes, on a la responsabilité maintenant de trouver un compromis, mieux que celui qui a été essayé avec Michel Barnier, de trouver les marges de manœuvre pour avoir un budget avant la fin de l'année. C'est encore possible. Un pacte de non-censure, c'est possible? C'est encore possible, c'est encore possible. On a déjà beaucoup travaillé pendant un mois. Il y a eu beaucoup de discussions entre les différents groupes politiques. Nous, on a porté, par exemple, le maintien de l'allègement des charges sociales sur les bas salaires pour ne pas plomber les petites entreprises. D'autres ont porté la limitation de la taxe sur l'électricité. D'autres ont porté aussi les hausses d'impôts pour les plus riches. Il y a des regrets quand même dans ce moi, projet je pensais qu'on réussissait à s'accorder. Je vois d'abord que le Rassemblement national a fait la surenchère jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment. À chaque fois que Michel Barnier avançait, par exemple, sur le tarif de l'électricité, eh bien, il y avait une nouvelle condition. Et puis, d'un autre côté, on voit le Parti socialiste au sein du nouveau Front populaire qui, finalement, s'est laissé embarquer dans le discours de la France insoumise. Et le regard de sur Jean-Luc votre parti, Mélenchon. à vous, c'est quoi? Eh bien, je pense qu'on a montré plusieurs fois à quoi nous tenions, c'est-à-dire la valeur travail, la protection des entreprises, ne pas augmenter les impôts des Français, en particulier des classes moyennes. Et on a su aussi faire des compromis. D'ailleurs, au moment de la commission mixte paritaire du budget de la sécurité sociale, on a renoncé à certaines mesures qu'on revendiquait. Ça n'a pas été assez loin. Est-ce qu'il doit démissionner, Emmanuel Macron, qui s'exprime? Le président de la République a été élu légitimement dans une élection présidentielle en 2022. Il assure la stabilité du pays, il assure aussi la représentation de la France à l'international. Et je crois qu'il ne faut pas céder aux voix populistes de la France insoumise, notamment, qui voudrait surtout le chaos. Il l'a montré avec le chaos à l'Assemblée nationale, notamment pendant les derniers débats parlementaires, la volonté de ne pas sanctionner l'apologie du terrorisme, et puis le chaos dans le pays. Enfin, la France n'a pas besoin de ça, elle ne doit pas être affaiblie. Donc non, pas de démission pour vous, c'est pas ce que vous souhaitez. Il s'exprime d'ailleurs ce soir, évidemment, on en parle sur nos antennes. Est-ce que vous avez quand même, malgré tout, la tête au municipal, Violette Spilbout, vous qui êtes candidate? Bien sûr. Depuis déjà le mois de mars 2024, où j'ai annoncé être à nouveau candidate, 2 ans avant les élections municipales de mars 2026, j'ai souhaité être claire avec les Lillois, les Lomois et les Hélémois, c'est-à-dire annoncer que je serai candidate, que j'ai maintenant une expérience de conseillère municipale, conseillère métropolitaine, députée réélue, et donc que je me sens prête pour 2026 et qu'il n'y a pas de temps à perdre parce qu'on a du travail. La campagne est lancée, puisque vous avez organisé une soirée de lancement la semaine dernière. Un petit mot quand même sur vous, Violette Spilbout. Vous avez 52 ans, vous êtes née à Lyon, avez grandi à Lille, après une carrière professionnelle essentiellement dans le public en tant que collaboratrice à la ville de Lille, directrice de cabinet de Martine Aubry, on le rappelle, vous étiez son bras droit, ou encore salariée de la SNCF. Eh bien, vous êtes devenue conseillère municipale d'opposition en 2020. Vous êtes arrivée 3e au municipal, puis députée donc de la 9e circonscription du Nord depuis 2022, réélue, vous le dites, en 2024. Après 25 ans comme maire socialiste, c'est un quart de siècle, c'est énorme. Martine Aubry s'apprête à passer la main. La gauche reste très puissante, on le sait, à Lille, en témoignent les dernières élections. Vous pouvez créer la surprise ?
Je crois que je peux créer de l'engagement et du rassemblement autour à la fois de ma personnalité et du collectif qui est autour de moi. Le collectif de Lillois, Laumois et Lémois qui s'engage autour de moi déjà depuis 2018 et qui est resté très loyal. C'est un collectif de gens de terrain qui sont dans les 10 quartiers de Lille, à LM et à l'Homme. On a 20 conseillers de quartier qui sont très régulièrement en interpellation de la majorité actuelle. Je suis entourée d'une équipe de gens compétents qui aiment leur ville et j'aime ma ville. Et je crois qu'être lilloise, aimer sa ville, bien la connaître, c'est aussi être à la rencontre régulièrement de ceux qui ne trouvent qu'aujourd'hui, dans les 25 ans qui ont été portés par Martine Aubry et son équipe, il n'y a pas suffisamment d'écoute, il n'y a pas suffisamment de problèmes qui sont entendus avec de véritables solutions. Bien sûr, mais on le sait, la dernière fois, ça a été à quelques voix près, avec une élection qui a d'ailleurs été contestée dans sa méthode. Et puis, on voit qu'il y a une usure du pouvoir, parce que, ce qui est clair, c'est que les Lillois ne veulent pas d'une écologie portée par Europe Écologie Les Verts qui soit punitive, qui soit celle qui exclut par exemple les automobilistes, les personnes qui ne peuvent pas se déplacer autrement de notre ville, mais ils veulent quand même une ville qui respire. C'est pour ça que j'avais ce slogan en 2020, faire respirer Lille, une ville qui soit ouverte. Et je crois qu'il faut un maire pour Lille qui reconnaisse le travail qui a été fait ces dernières années, mais qui aussi puisse faire avancer Lille sans dogmatisme. En fait, Martine Aubry, elle a été personnage national. Elle n'a pas réussi à aller plus loin. Est-ce que c'est le bon et moment, finalement, elle s'oppose tout le temps avec l'État, que ce soit avec la gauche ou avec la droite. Est-ce que c'est le bon moment, Violette Spilbout, pour ses concurrents, les concurrents de Martine Aubry, finalement de créer la surprise, puisqu'elle n'est pas candidate, ce sera l'un de ses poulains, bien sûr, l'un des membres de son équipe, mais qui ne jouit pas de la même notoriété? Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas eu d'annonce du côté du Parti Socialiste sur ce qui se passerait réellement. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un Parti Socialiste qui est très divisé, qui souffre aussi de son alliance avec la France Insoumise au niveau national et de ses compromissions ici au niveau local. Et ce qui est sûr aussi, c'est que moi, j'avance, je travaille. Le but, c'est pas toujours de se positionner par rapport aux uns et aux autres. Vous êtes une ancienne socialiste, vous avez rejoint Renaissance à l'époque, donc le parti macroniste. Comment vous définissez, vous, votre couleur politique? De quel bord vous êtes? Quelles sont les valeurs que vous portez? Le bloc central est républicain. Je suis toujours adhérente à Renaissance. Je suis surtout à la tête d'un collectif qui s'appelle Faire respirer Lille et qui a sa propre identité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des valeurs humanistes et républicaines chevillées au corps. Ça veut dire être attaché à Lille et à son territoire sans sectarisme. C'est pas parce qu'il y a une bonne idée du côté de la gauche ou de la droite ou des Verts qu'il faut la rejeter systématiquement. Je crois qu'on a montré au conseil municipal depuis 2020 qu'on sait être des élus qui, à chaque fois que nous avons une critique, eh bien nous proposons une solution. Je pense par exemple au sujet de l'alimentation dans nos cantines scolaires. Eh bien on propose depuis plusieurs conseils municipaux de créer une légumerie pour avoir des légumes frais et pas surgelés à Lille pour nos enfants. C'est simple, c'est pragmatique et on ne s'oppose pas bêtement. On est là pour construire et puis pour entendre tous les Lillois. Je ne crois pas qu'un maire de Lille aujourd'hui puisse être sectaire et rejeter toujours la faute sur les autres. Alors on va avancer sur le fond justement avec une première partie consacrée au pouvoir d'achat qui reste la première préoccupation des Français, des nordistes, des Lillois, des collectivités locales aussi, puisqu'on parle beaucoup de budget en ce moment. On les a entendus, les élus locaux, depuis plusieurs semaines maintenant. L'État qui impose 20 millions d'euros de réduction budgétaire à la ville de Lille. Quel choix feriez-vous, si vous étiez maire, puisque c'est quand même un sacré casse-tête? Je crois qu'il faut regarder l'efficacité de la dépense publique. On a plusieurs problèmes des gestions à la ville de Lille. D'abord, un problème d'absentéisme chronique du personnel qui n'est pas lié au personnel lui-même, mais à la façon dont cette ville est managée. Vous avez un maire aujourd'hui qui n'entre pas par la porte centrale de l'hôtel de ville, qui ne salue pas ses agents, qui ne reconnaît pas, par exemple, ses policiers municipaux. On en parlera sur la sécurité. Et globalement, on a beaucoup d'agents, près de 3000 agents à la ville de Lille, qui sont en souffrance. Et donc, ça crée de l'absentéisme quand, globalement, on n'est pas suffisamment reconnu. Je crois qu'il faut montrer qu'on est très attaché à l'équipe municipale. Et l'équipe municipale, c'est les élus de la société et en les général et des entreprises privées, non? Non, à la ville de Lille, c'est bien plus qu'ailleurs. C'est presque 500 équivalents temps plein absents par an. Donc, c'est beaucoup. Et il faut absolument que dans cette ville,
ville, on sente un dynamisme commun entre le maire, les élus et les agents municipaux. Et moi, j'en vois tous les jours, à la propreté, à la police municipale, dans les cantines, dans les services sociaux qui accompagnent les personnes les plus en difficulté. Ce sont des agents très engagés. Donc ça, c'est un premier sujet, l'efficacité. Et puis le deuxième sujet, c'est aussi des choix qui sont à faire. Il y a beaucoup de superposition de compétences, par exemple sur l'aménagement des espaces publics. On a Euralil, on a la Sorélie, on a les services urbanistes de la ville, de la métropole européenne de Lille. Il y a des économies à faire là. Et puis enfin, les grands événements culturels, Lille 3000, vous le savez, je critique ce type de modèle. Quand on a 300, 400 000 euros qui sont mis dans une exposition qui n'est vue que par une élite, eh bien je considère que c'est de l'argent. Par une élite, c'est populaire, Lille 3000 quand même. Ce qui est populaire, c'est le côté festif. Des millions, des c'est milliers le côté de personnes dans les rues. Mais ce qui coûte beaucoup d'argent à la ville, ce sont des grands projets avec des personnalités parfois qui viennent d'ailleurs et qui sont très très coûteux pour la ville. Quand je dis 300, 400 000 euros, ça arrive plusieurs fois dans l'année et c'est des millions d'euros globalement qui sont versés par la ville de Lille et la métropole européenne de Lille. Donc si vous êtes élu, à Lille 3000. Il n'y a plus de subventions. Non, c'est une réduction de ces budgets-là pour redistribuer aux associations culturelles, sportives qui ont besoin de soutien, les associations sportives, le futsal dans nos quartiers populaires qui n'a pas suffisamment de soutien financier. C'est aussi les associations de solidarité, Secours catholique, Banque alimentaire, je les vois en ce moment. Je vois bien aussi qu'ils ont besoin de ce soutien, bien sûr de l'État, mais aussi de la municipalité. Alors la ville, est-ce qu'elle a le pouvoir de redonner du pouvoir d'achat à ses habitants ? Et comment ? Et est-ce que vous, si vous êtes maire, vous augmenteriez les impôts ? Alors, pas d'augmentation d'impôts, mais redonner du pouvoir d'achat aux habitants, c'est avoir une politique sociale et d'accompagnement qui soit efficace et qui permette à chacun, quand il est dans la précarité, de retrouver sa place dans la société. Donc, je parlais tout à l'heure des services sociaux. Un accompagnement social efficace, c'est par exemple avoir accès au logement quand on est une famille monoparentale. C'est encourager la construction de logements. On sait qu'à Lille, on est en retard parce que l'ensemble de la métropole européenne de Lille a décidé de beaucoup démolir des immeubles. Je pense au quartier des Aviateurs, dans les Bois Blancs ou dans les quartiers de Fives. Surtout la MEL. C'est un ensemble, vous savez, Martine Aubry, elle est vice-présidente de la MEL, les autres élus lillois aussi, ils ont aujourd'hui la majorité à la métropole européenne de Lille, et Lille est la capitale de la métropole, de la région. Une politique de logement réussie, c'est une politique qui certes démolit des immeubles anciens et qui sont énergivores, et qui reconstruit, mais qui reconstruit rapidement. Ça se fait avec l'aide de l'État, et ce n'est pas en opposant l'État, le Conseil général, la région et la ville qu'on y arrive. Donc il y a l'accès au logement et puis il y a l'accès à l'alimentation. Je pense que là, tous les efforts doivent être faits. À la fois, les associations sont très présentes. En ce moment, en hiver, elles créent des épiceries solidaires dans plusieurs de nos quartiers. Pour les étudiants, notamment. Il y a distribution. Ouais. Pour les étudiants, on a une action à faire à la ville. Mais vous voyez, c'est aussi en lien avec l'État. Hier, moi, j'étais en commission des affaires culturelles à l'Assemblée nationale et j'ai voté pour une loi proposée par la gauche pour avoir un repas à 1 euro pour tous les étudiants qui sont en précarité, au-delà des boursiers. À Lille, c'est 50% des étudiants de l'université de Lille qui sont boursiers, 20% à l'université catholique. C'est vraiment beaucoup. Quelle serait votre priorité alors sur cet angle-là, sur l'alimentation, sur la précarité, la grande précarité aussi? Je l'ai dit, augmenter les subventions aux associations qui gèrent par exemple des foyers d'hébergement. Mais on sait, il n'y a pas d'argent. Et aider à l'emploi. Compliqué. Mais vous savez, la précarité, c'est aussi la conséquence de toutes les politiques sociales et d'emploi. Et aujourd'hui, à Lille, il est important aussi de porter le retour à l'emploi. On a aujourd'hui l'expérimentation sur le RSA, les personnes qui sont au RSA. L'objectif, c'est pas de rester au RSA toute sa vie, c'est d'en sortir, de retrouver un emploi. Et vous, votre pouvoir, c'est quoi, sachant que c'est géré par le département ? C'est de travailler avec le département et pas contre lui, ce qui est plutôt le cas aujourd'hui, avec le département, pour que l'ensemble des personnes qui arrivent à l'accueil social, qui sont au RSA depuis trop longtemps, puissent retrouver leur place avec une formation, un job, une immersion en entreprise, une formation qui leur permette de sortir du RSA et de trouver un salaire digne et de sortir de la précarité. Et donc, ce type d'action, c'est effectivement ce que fait Christian Poiré avec la ville de Tourcoing, beaucoup mieux qu'avec la ville de Lille, parce qu'il y a là aussi une opposition dogmatique de la municipalité. Avant de passer à la sécurité, un dernier mot sur la grande précarité, sur les personnes à la rue, à Lille. On en dénombre 3000 environ selon les dernières estimations. Comment fait-on ?
D'abord, je tiens à saluer, bien sûr, l'engagement de l'ensemble des pouvoirs publics et des agents qui travaillent, que ce soit à la préfecture, dans nos services sociaux à la mairie de Lille, mais aussi au département, et dans les associations, parce que c'est un travail commun d'accueil, d'accompagnement, d'hébergement en foyer. On sait que l'État a renforcé cette année les budgets sur l'hébergement d'urgence, mais que ça ne suffit pas. Selon la ville de Lille, l'État ne fait pas assez sur... Oui, mais c'est toujours comme ça, vous savez, c'est quand c'était la gauche et que c'était François Hollande et Manuel Valls, ça n'allait pas, quand c'est Emmanuel Macron, ça ne va pas non plus. Et donc, c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. C'est en travaillant ensemble. On a un plan lillois de lutte contre les exclusions que nous, on a voté avec la majorité municipale parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Et je le redis, c'est le travail, l'emploi, le logement qui permettent aussi de sortir de la précarité. Comment assurer la sécurité des Lillois? Notre deuxième partie, vous êtes pour l'armement de la police municipale, vous en avez déjà parlé. Alors concrètement, dans les faits, ça change quoi? Est-ce que l'insécurité est plus grande quand nos policiers municipaux ne sont pas armés? Ce sont eux-mêmes qui le disent. Il suffit de discuter avec des policiers municipaux et de comprendre pourquoi aujourd'hui ils ont peur à la fois pour leur propre vie, parce que nous sommes dans une grande ville où la menace terroriste existe comme dans les autres grandes villes et où en plus nous sommes transfrontaliers avec les problèmes de trafic de drogue et de trafic d'armes dans nos quartiers. Et donc aujourd'hui, un policier municipal, il doit pouvoir protéger sa propre vie, celle de ses collègues et celle des citoyens. Et donc ça passe par un armement. Aujourd'hui, on dit la police municipale de Lille est armée. Oui, de quoi? De tonfas. C'est bien. Les tonfas, c'est un outil pour se défendre. Mais au-dessus de ça, il y a le taser qui existe dans beaucoup de villes et il y a l'arme létale avec des formations. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, vous savez, moi, je ne serais pas surprise de voir tout doucement en arrivant les élections municipales, finalement, Martine Aubry et son équipe changer d'avis sur l'armement. On le voit à Bordeaux. C'est pas prévu. On a posé la question à Arnaud Deslandes. On le voit à Bordeaux. À Bordeaux, Pierre Urmic a décidé d'armer sa police municipale. Dans plus de 60% des grandes villes, c'est déjà le cas. Il faut être sérieux. Il faut arrêter de jouer avec la vie des agents municipaux que sont nos policiers municipaux. Et c'est aussi reconnaître leurs compétences, leur faire confiance. Est-ce que c'est pas une mesure dangereuse du métier d'avoir aussi des policiers municipaux je ne crois pas qu'il y ait eu des dérapages. Il y a surtout de la protection. Et regardez ce qui arrive lorsqu'il y a une menace terroriste ou une attaque terroriste. Il faut que les policiers municipaux, qui sont souvent en première ligne avant les policiers nationaux, puissent travailler de concert. C'est pas la seule mesure. Dans la sécurité, il y a aussi bien sûr le nombre de policiers municipaux. On a besoin de policiers municipaux la nuit. Aujourd'hui, c'est 170. Nous, on dit qu'il en faut 250 à Lille au minimum. Regardez à l'Homme, par exemple. À l'Homme, là où il y a beaucoup de vols, de cambriolages, en particulier le soir, à l'Homme-Bourg, à l'Homme-Délivrance. Il y a 20 policiers municipaux, péniblement 23 peut-être l'année prochaine. Et vous avez les moyens d'embaucher davantage de policiers municipaux dans ces quartiers-là? Les postes peuvent être ouverts. C'est une question, je le disais aussi, de management et de priorité municipale. Mais il faut aussi qu'ils soient attractifs. Et aujourd'hui, une police municipale qui ne propose pas l'armement à ses agents, eh bien, quelqu'un qui a eu le concours, il ne va pas aller à Lille, il va plutôt aller à Nice ou dans une ville où on lui propose des meilleures conditions de travail. Concernant les policiers nationaux, cette fois, on sait que la mairie de Lille, pendant plusieurs années, a réclamé davantage de moyens humains. Est-ce que vous allez en réclamer davantage si vous êtes élu? Je crois qu'on l'a déjà fait depuis plusieurs années et qu'on est revenu à un niveau moyen en France. Effectivement, il y avait un manque de policiers nationaux. Il y en a eu 300 sur le dernier mandat qui ont été ajoutés, notamment lorsque Gérald Darmanin a été interpellé par Martine Aubry sur ce sujet. Moi, j'ai beaucoup poussé pour cela. Encore là, au mois de janvier, il y en a une trentaine de nouveaux qui arrivent à Lille. Il faut surtout... Pour lutter contre la lutte contre le... C'est pareil, c'est l'attractivité du métier, parce que les postes sont ouverts au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais il faut que les jeunes aient envie de s'engager dans ce métier. Donc la première chose, il faut respecter les policiers. Il ne faut pas que, comme aujourd'hui, les socialistes s'allient à une France insoumise qui dit tout le temps la police tue et qui jette la faute sur nos policiers. Il faut défendre nos forces de l'ordre, les soutenir, et vous verrez que vous aurez plus de candidats pour devenir policiers nationaux. Et puis à Lille, il faut une meilleure coordination. Vous savez, on a des cellules de veille sur la sécurité dans les quartiers. Il y a la police municipale, la police nationale, mais aujourd'hui, nos conseillers de quartier n'ont pas le droit d'y assister, ne peuvent pas être associés, alors que c'est eux qui voient là où il y a le trafic de drogue. Je prendrai au métro Oisem, par exemple, au métro Gambetta. On a des informations à remonter et c'est là qu'il faut le faire. C'est quoi votre politique anti-drogue? Davantage de répressif, davantage de prévention? Quelle est votre vision là-dessus?
Il faut bien sûr, la prévention de la drogue et des addictions est un grand sujet parce qu'on sait que notre jeunesse est très exposée. Il faut aussi accompagner les personnes qui sont malades et qui veulent pouvoir être sevrées et sortir de l'enfer de la drogue. Et bien sûr, il faut une politique très ferme en coordination avec la police nationale et les douanes sur la lutte contre le trafic de drogue. Mais ça passe aussi par la cyberdélinquance qui doit être combattue. C'est ce qui se passe au niveau national. Quels que soient les gouvernements. D'ailleurs, on voit que les dernières années, on a renforcé la lutte cyber parce que quand le trafic ne se fait pas dans la rue, il se fait aussi parce que si vous êtes élu maire, les habitants, c'est vous qui vont voir. Bien sûr, vous avez raison, un maire est à portée d'engueulade et un maire est aussi celui dont on se sent le plus proche pour parler de ses problèmes. Je crois que le maire, il doit d'abord être sur le terrain. Il ne faut pas avoir peur d'aller là où il y a le trafic de drogue. Chez nous, c'est à Moulins, à Fives, là où j'habite, à l'île Sud. Il faut aller rencontrer les habitants qui ont peur, les accompagner, trouver les solutions avec les bailleurs sociaux, avec la police nationale, avec le ministère de l'Intérieur. C'est être ouvert et travailler ensemble. Il ne faut pas faire de fausses promesses, mais je crois qu'il ne faut pas constamment rejeter la faute sur les autres et montrer qu'on se sent aussi responsable de ce sujet. Violette Spilbout, invitée de Nord Politique. Ce soir, notre dernière partie, le cadre de vie à Lille. Lille qui change de visage depuis quelques mois. De grands travaux ont été entrepris pour en faire une ville embellie, bas carbone. Il y a des gros travaux, boulevard Carnot, rue Solferino ou encore rue du Molinel, porte de Paris. Vous saluez ce qui est fait depuis quelques années maintenant par la majorité municipale? Je crois que ce qui était important, et on l'avait beaucoup souligné en 2020 quand j'ai été élue conseillère municipale, c'est de recréer des îlots de verdure et de fraîcheur à Lille, parce qu'il y a le réchauffement climatique, parce qu'il y a le problème de la qualité de l'air et de la santé des Lillois. Les Lillois sont très inquiets pour leur santé, et donc il était nécessaire d'avoir des espaces publics pensés autrement. Et donc tout le travail qu'on a fait, y compris en étant dans une opposition constructive, c'est pousser la municipalité à vraiment penser des espaces publics qui tiennent plus. Il y a beaucoup d'aménagements qui sont très bien faits. Je pense au boulevard Carnot, à la rue Pierre-Mauroy, par exemple, à la porte de Paris qui est embellie. Alors sur quel point on n'est pas d'accord? Autant aller dans le vif du sujet. Moi, je dirais que sur les espaces publics, il y a un bon travail de fait. Ce qui est difficile très souvent, c'est la concertation avec les commerçants et les habitants qui est mal faite, où ils subissent tous ces travaux qui sont mal phasés avec la métropole européenne de Lille. Il faut être beaucoup plus efficace et puis avoir un correspondant de chantier sur place qui est là tout le temps. Je pense que les élus devraient se déplacer aussi plus souvent sur les lieux des chantiers. Mais je dirais que le point d'amélioration à Lille sur l'attractivité, c'est les transports en commun. D'abord, on a insuffisamment de bus, on a insuffisamment de rames de métro puisque le doublement est en retard. Mais oui, mais c'est la responsabilité d'un maire de Lille qui est vice-présidente ou présidente à certaines époques de la métropole européenne de Lille et qui n'a pas suffisamment anticipé le besoin de transport en commun au regard de l'ambition écologique et bas carbone de Lille. Et aujourd'hui, les problèmes d'Ilévia sont gravissimes. Il n'y a toujours pas d'indemnisation. Quel est le poids du maire dans tout ça? On sait mais le poids du maire, il est énorme, vous savez. Considérations commerciales aussi avec Keolis. Mais non, un maire, quand il est représentant à la métropole européenne de Lille, et nous en avions au moment du vote du schéma d'infrastructure de transport. On prévoit des investissements pour 10-20 ans. Le rôle est très important. Prévoir des lignes de bus à haut niveau de service, prévoir un lien avec l'aéroport de Lille pour qu'il soit suffisamment desservi, c'est avoir une vision pour Lille et sa métropole. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à réparer, à anticiper pour les 20-30 ans à venir. Et je crois que alors en 2026, ce suivi, s'il y a un changement de maire, il faut avoir un projet pour les Lillois, les Élémois et les Lomois, mais aussi pour tous les métropolitains, car Lille n'est pas isolée dans sa petite bulle. Lille, c'est aussi des gens qui y travaillent. Le problème du stationnement payant aujourd'hui, vous avez vu comment c'est fait? C'est imposé aux Lillois. Il n'y a pas de stationnement payant à LM, donc quand à Fives ça va arriver payant, tout le monde va aller stationner à LM n'importe comment. Il n'y en a pas non plus à l'heure. Donc tout ça, c'est fait n'importe comment, c'est imposé aux Lillois sans concertation. Alors comment trouver le juste milieu? Parce qu'il faut moins de voitures dans les grandes villes, on le sait, c'est important pour l'avenir de nos enfants. Et en même temps, comme vous le dites, il y a les gens qui c'est pas un juste milieu, c'est une politique de transport réfléchie et à long terme. Avoir des parkings relais aux entrées de ville, avec des navettes gratuites qui amènent au centre-ville, avec des vélos-taxis qui sont là, notamment par exemple pour desservir les quartiers les plus isolés, ou le Vieux-Lille, où des personnes âgées sur les pavés ne peuvent pas se déplacer facilement à pied. Et bien sûr qu'il y a une politique de transport, de circulation piétonne apaisée aussi à Lille à concevoir. C'est ce que nous proposerons en 2026.
2026. On a déjà fait un gros travail préparatoire. Moi, j'ai 8 groupes de travail aujourd'hui de citoyens de tous les quartiers de Lille, d'Elem et de l'Homme qui sont mobilisés autour de moi. Vous pouvez, je vous le dis aux téléspectateurs, venir nous rejoindre dans ces groupes de travail. Parce que, vous savez, souvent, c'est les habitants qui ont les solutions. Ils sont là tous les jours, ils pratiquent avec leurs enfants, les poussettes, avec les personnes qui sont en situation de handicap. Ils savent très bien comment il faut faire. Et puis, il faut écouter aussi les touristes. On a la chance à Lille d'avoir une ville qui se développe vraiment sur le plan touristique au cœur de ce nœud européen avec des Belges, des Allemands, mais maintenant des gens qui viennent de plus loin, des Américains, des Chinois. Lille est vraiment une ville flamande attractive. Et donc, en écoutant les touristes qui voient aussi, comme nous, quand on va à l'étranger, toutes les bonnes solutions, moi, je voudrais que Lille soit accueillante pour les familles et pour les enfants en bas âge. Et ça ne l'est pas encore suffisamment. Et on sait que le rayonnement aussi à l'échelle européenne est importante. Au vu de l'actualité, est-ce que l'image d'Emmanuel Macron vous dessert, Violette Spilbout, là aujourd'hui, à moins d'1 an et demi de ce scrutin? Moi, je crois qu'on a un problème d'instabilité et de crise politique intérieure qui nuit à la confiance dans le pays. En revanche, Emmanuel Macron, à la fois quand il était aux manettes à l'Europe et aujourd'hui dans les négociations qu'il fait avec l'ensemble des pays, est quelqu'un qui aujourd'hui est un rempart contre ce qui se passe en Ukraine, contre les ingérences étrangères. Donc son image ne vous dessert pas, vous, en tant que candidate lilloise? Moi, je suis moi-même. Je suis une Lilloise engagée bien avant qu'Emmanuel Macron soit candidat président de la République, puis président 2 fois et élu. J'ai ma personnalité. J'ai autour de moi aussi des personnes qui sont sans avis, sans parti politique et qui nous rejoignent de la société civile. Comme en 2020, ce sera ouvert à tous ceux qui aiment leur ville et c'est ça le plus important. Merci beaucoup, Violette Spilbout, d'avoir été l'invitée de Nord Politique cette semaine. Merci à vous. Sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Merci à vous. Bonne soirée.